En entrant dans son bureau, Alan a trouvé du réconfort dans l'environnement familier qui lui a servi de résidence secondaire tout au long de son séjour dans cet hôpital. Un sentiment d'appartenance l'a toujours enveloppé ici. Son travail, bien qu'exigeant, avait une signification profonde qui alimentait sa passion. Gravissant les échelons, Alan dirige aujourd'hui le service de neurochirurgie de l'hôpital pour enfants, un parcours qui a commencé par d'humbles débuts en tant que chirurgien débutant. Les souvenirs de sa première intervention en solo sont restés vivaces, son cœur s'est emballé et ses mains ont tremblé de trépidation à l'extérieur de la salle d'opération. Fraîchement diplômé de son internat, il doutait de lui-même, remettant en question ses compétences et sa force d'âme. Pourtant, en franchissant le seuil du domaine stérile de la salle d'opération, l'appréhension a cédé la place à la détermination. Devant lui se trouvait un garçon de 8 ans, blessé dans un accident aux côtés de ses parents. Alors que les adultes ont subi des blessures mineures, l'enfant souffre d'un grave traumatisme crânien nécessitant une intervention urgente pour éviter des conséquences désastreuses, une tâche confiée uniquement à l'expertise d'Alan. À ce moment décisif, une vague d'assurance a traversé le jeune chirurgien. La peur disparaît, remplacée par une détermination sans faille. Avec une équipe prête à recevoir ses directives, Alan a lancé la procédure, orchestrant leurs efforts avec une précision comparable à celle d'une machine bien huilée. Tous les aspects de l'opération se déroulent sans heurts, comme dans les manuels scolaires, et aboutissent à la guérison rapide de la jeune patiente. Alan souriait souvent en regardant l'énergique jeune patient jouer avec d'autres enfants dans les couloirs de l'hôpital. Sachant que l'enfant avait un brillant et long avenir devant lui, il était rassuré de voir cela, mais la possibilité d'une issue différente était effrayante. Alan a souvent réfléchi aux incertitudes entourant le succès des procédures chirurgicales, réalisant que le pouvoir de guérir ne reposait pas uniquement entre les mains des professionnels de la santé. Grâce à une expertise accrue, Alan a appris que certaines personnes gravement malades pouvaient se rétablir, alors que d'autres, dont l'état semblait moins grave, n'y parvenaient malheureusement pas. Les raisons de ces résultats disparates restent énigmatiques, laissant entrevoir l'influence de force supérieure qui façonne le destin de chaque individu. S'imposant rapidement comme un jeune chirurgien compétent et prometteur, Alan est acclamé pour son travail. Bien que cela soit gratifiant, le véritable bonheur provient de l'appréciation sincère exprimée par les jeunes patients et leurs familles lorsqu'ils voient la joie dans leurs yeux. Cela a apporté un sentiment de chaleur et de légèreté au cœur d'Alan, affirmant sa raison d'être dans le monde. Parmi les triomphes, il y a aussi eu des tragédies. Alan pouvait parfois anticiper des résultats défavorables avant qu'ils ne se produisent, ce qui l'affectait profondément à chaque fois. Cependant, il trouve du réconfort en sachant qu'il a utilisé toutes ses capacités. Le jeune chirurgien était enclin à donner à ses patients une chance de se battre, même face à des obstacles apparemment insurmontables. Il s'est attaqué aux cas les plus difficiles et apparemment sans espoir, refusant d'abandonner là où d'autres avaient échoué. Il a parfois réussi à aider des personnes, mais il y a eu des cas où, malheureusement, il n'a pas pu le faire. Néanmoins, Alan s'est toujours battu sans relâche pour chacun de ses jeunes patients, jusqu'à la fin, afin de ne pas se sentir accablé par la culpabilité et les remords. Bien qu'Alan ne puisse pas se souvenir de tous ses patients, certains d'entre eux l'ont profondément touché. Ce n'est pas seulement la complexité ou la singularité des cas qui sont restés gravés dans sa mémoire, mais plutôt les liens personnels qui se sont tissés entre le médecin et le patient au cours de leur parcours de guérison. Brenda Smith est l'une de ces patientes inoubliables pour Alan. La jeune fille a été amenée à l'hôpital depuis un district éloigné alors qu'elle avait une dizaine d'années. Alan se souvient parfaitement de la première fois qu'il l'a vue. Même sans consulter son dossier médical, il a pu se rendre compte de la gravité de l'état de la patiente. Brenda semblait frêle, avec une peau pâle et des ecchymoses sous ses grands yeux gris. Ses bras, aussi minces que des brindilles, reposent sur la couverture. « Bonjour, Brenda », lui dit Alan avec un sourire chaleureux en jetant un coup d'œil au dossier de la patiente. « Vous avez un nom si charmant. » « Bonjour. » Brenda a répondu avec courtoisie d'une voix faible et légèrement traînante, indiquant que la tumeur avait déjà affecté son élocution. Elle vit avec ses parents et ses jeunes frères et sœurs dans une famille modeste et peu aisée du village. Environ 6 mois plus tôt, Brenda a commencé à ressentir des vertiges,
qui se sont progressivement aggravées. Elle a développé un strabisme et ses capacités motrices se sont détériorées, ce qui a incité ses parents, inquiets, à chercher une aide médicale en ville. Alan était parfaitement conscient de la rareté des infrastructures médicales dans les petites villes. Brenda y avait passé un temps précieux. Après plusieurs diagnostics erronés d'anémie et de maladies héréditaires, il s'est avéré qu'elle souffrait d'une tumeur cérébrale à évolution rapide. La mobilité de Brenda a diminué et ses sourires sont devenus rares, mais sa joie de vivre et sa curiosité sont restées intactes, contrairement à ce que pensaient les médecins locaux. Lors de leur première rencontre, elle ne doutait pas que tout se passerait bien. Confiante, elle informe Alan qu'une fois rétablie, ses parents prévoient de l'emmener voir l'océan, un spectacle qu'elle n'a jamais vu. Avec impatience, elle implore Alan de la guérir rapidement afin qu'elle puisse s'embarquer pour le voyage tant attendu. Comprenant les complexités de la situation de Brenda, Alan a reconnu que la tumeur exerçait une pression sur diverses régions de son cerveau et que, sans une intervention chirurgicale rapide, le rêve de Brenda de contempler la mer resterait inachevé. La préparation de l'intervention a duré plusieurs jours, au cours desquels Alan et Brenda ont tissé un véritable lien. Chaque matin, Alan rendait visite à Brenda dans sa chambre, profitant de l'occasion pour converser avec cette patiente pleine d'entrain. « J'ai fait un rêve aujourd'hui », raconte Brenda avec enthousiasme à son médecin bien-aimé. « Je chevauchais un dauphin. Imaginez, son dos était lisse et je m'accrochais à sa nageoire alors qu'il souriait. Quand j'atteindrai la mer, je verrai des dauphins, n'est-ce pas ?» Alan acquiesce avec détermination, se promettant de réaliser le rêve de Brenda. L'ensemble du personnel tient Brenda en haute estime, qui ne le ferait pas. Elle était sincère, transparente et faisait face à l'adversité avec courage. Elle consommait volontiers les pilules amères et endurait les procédures douloureuses sans jamais se plaindre. Contrairement à d'autres enfants, Brenda, malgré son jeune âge, est restée calme et curieuse, ne montrant aucun signe de peur ou de détresse. Dans sa curiosité, elle bombarde Alan d'une série de questions. Comment peut-on établir un diagnostic à partir d'un échantillon de sang? Quel est cet appareil que vous portez autour du cou? Est-ce un stéthoscope? Pouvez-vous expliquer comment se déroulent les opérations du cerveau? Le crâne ne constitue-t-il pas une barrière solide? Alan répond patiemment à chaque question, choisissant soigneusement ses mots pour s'assurer que Brenda, âgée de 10 ans, puisse comprendre les explications. Avec ses yeux gris remplis d'émerveillement, Brenda a absorbé chaque détail avec avidité. L'observation de cette petite enfant, confinée dans un fauteuil roulant et à la force physique limitée, mais débordante d'énergie et de curiosité, a touché le cœur d'Alan. Un jour, la question de Brenda sur sa décision de devenir médecin l'a pris au dépourvu. Se sentant un peu gêné, Alan s'est retrouvé transporté dans le passé, à sa période la plus difficile et la plus pénible. À l'âge de 14 ans, le monde d'Alan tourne autour de son frère Paul, âgé de 8 ans. Malgré sa réticence initiale à l'égard de l'arrivée de Paul, Alan a fini par développer un amour profond pour son petit frère, qui a comblé leurs parents d'une attention et d'une affection qui, autrefois, n'appartenaient qu'à Alan. Un sourire éclatant se dessine sur son visage. Il est adorable de voir Paul se mettre sur le ventre tout seul. Il tient déjà un hochet dans sa petite main. Alan commençait à se lasser de l'admiration constante de sa mère pour chaque petite chose que faisait son frère. Il ne comprenait pas pourquoi tenir un jouet était si important alors que lui, Alan, était arrivé premier à une course scolaire et se sentait négligé par ses parents qui ne le félicitaient pas. Les pleurs du bébé pèsent sur les nerfs d'Alan, le dissuadant de passer du temps dans sa chambre douillette avec des livres et le poussant à rejoindre d'autres garçons dans la cour pour échapper au bruit incessant. Il semblait que Paul avait volé sa vie heureuse et l'attention de ses parents. Cependant, au fur et à mesure que Paul grandit, les choses commencent à changer. Le petit garçon a commencé à regarder Alan avec des yeux pleins de confiance et d'admiration. Au début, Alan a essayé de l'ignorer, jusqu'au jour où Paul s'est effondré en larmes à cause de l'écroulement de sa tour. Alan est intervenu, non pas par amour ou par sympathie, mais pour arrêter les larmes de Paul. Ce regard de Paul a fait fondre Alan. Car il était clair que Paul voyait son frère aîné comme une figure puissante. À partir de ce moment-là, la perspective d'Alan a changé.
Il s'est découvert un véritable intérêt pour les activités de son frère en jouant avec Paul et en l'aidant à explorer le monde. Alan se sentait puissant, intelligent et responsable. En grandissant, Paul est passé d'un bébé joufflu à un garçon agile qui adorait jouer au football dans la cour et excellait à grimper aux clôtures et aux arbres. Fier de la rapidité et de la vigueur de son frère, Alan admire les prouesses athlétiques de Paul, qui s'illustrent lors des cours d'éducation physique qu'il dispense en deuxième année. C'est ainsi qu'il réussit à intégrer l'équipe de natation de compétition de la ville. Au terme d'un processus de sélection rigoureux, Alan est rempli de joie, sachant que beaucoup de ses amis ont essayé mais n'ont pas réussi à se faire une place, malgré un entraînement assidu. Leur bonheur est de courte durée, car un jour de match à l'extérieur, un problème survient de manière inattendue, alors que Paul, encore inexpérimenté en matière d'entraînement, se trouvait dans un bus scolaire transportant de jeunes athlètes. Un malheureux accident s'est produit sur l'autoroute. L'entraîneur s'était assuré que tous les passagers étaient solidement attachés à leur siège avant le voyage, mais Paul, malicieux, avait secrètement débouclé sa ceinture de sécurité pour pouvoir se déplacer confortablement. Bien que l'accident n'ait pas été grave et n'ait provoqué qu'une légère panique chez la plupart des passagers, Paul s'en est sorti plus mal, car il avait négligé sa ceinture de sécurité. Projeté hors de son siège lors de l'impact, il s'est cogné la tête contre le mur, perdant ainsi connaissance. Transporté d'urgence au centre médical le plus proche, Paul a été immédiatement branché à un appareil de survie sophistiqué, entamant une lutte acharnée pour sa survie. Alan se souvient parfaitement de ces jours tumultueux où ses parents, visiblement ébranlés et silencieux, attendaient anxieusement des nouvelles à la maison. Des scènes émouvantes se sont déroulées alors que sa mère pleurait sans cesse et appelait fréquemment l'hôpital pour obtenir des nouvelles de l'état de Paul. Paul a subi de nombreuses opérations chirurgicales, chacune renouvelant l'espoir dans le cœur d'Alan, et s'est battu courageusement pour sa vie. Les médecins apparaissaient comme des êtres divins dans leur tenue blanche immaculée, rayonnant de sagesse et d'un sentiment de pouvoir presque illimité. Malgré le temps qui passe, Allen, le frère de Paul, se sent distant et détaché. Le jour fatidique, les parents d'Allen s'attardèrent à l'hôpital pendant une période inhabituellement longue avant que son père ne raccompagne sa mère fatiguée à la maison. À ce moment-là, Allen a senti la vérité déchirante. Paul était parti. Accepter cette dure réalité s'est avéré être un combat immense. Les parents endeuillés subissent de profonds changements. Le père d'Allen se fait rare à la maison, accaparé par son travail et revenant en état d'ébriété et de confrontation. Sa mère semblait détachée de son environnement, ne préparant plus de repas copieux, se désintéressant des résultats scolaires d'Allen et négligeant même ses émissions télévisées préférées. Elle avançait mécaniquement dans la vie, accablée par un poids inconnu. Allen ressentait une douleur tangible à l'idée de ne plus pouvoir communiquer avec son frère et de ne plus pouvoir regarder ses yeux bleus inquisiteurs. Il désirait ardemment partager ses pensées intimes avec quelqu'un, mais ses amis ne pouvaient pas comprendre sa situation, car son père était souvent absent et sa mère apathique. Par conséquent, il porte le poids sur ses seules épaules. Au début, Allen a éprouvé du ressentiment à l'égard des médecins. Pourquoi n'ont-ils pas pu sauver son frère malgré des années d'éducation et de formation? Étaient-ils incapables de le guérir? Peut-être est-ce simplement la malchance qui a conduit Paul entre les mains de ces médecins incompétents. Si seulement un médecin compétent avait été présent, Paul aurait pu être sauvé. La frustration et la colère croissante de l'adolescent découlent de l'injustice qui frappe sa famille à cause de la négligence de quelques médecins incapables de contenir ses émotions. Alan décide de confronter le chirurgien qui a soigné son frère à l'hôpital. Incertain de ce qu'il attendait de cette rencontre, il était poussé par un profond besoin d'agir. En pénétrant dans le bureau du deuxième étage, il trouve un vieil homme fatigué aux yeux rouges, sans doute à cause des nuits blanches. Le médecin lui demande poliment ce qu'il peut faire pour vous, jeune homme, tandis qu'Alan lui fait part de ses émotions. À sa grande surprise, le médecin l'écoute attentivement sans l'interrompre, ses yeux reflétant à la fois l'attention et la tristesse. Rappelant le cas grave de Paul et les efforts déployés pour le sauver malgré d'importantes lésions cérébrales, le médecin détaille les subtilités de son état au jeune homme de 14 ans. Fort d'une nouvelle compréhension de la situation et de la complexité du cerveau,
Alan s'est rendu compte des faibles chances de survie de son frère après sa chute. Malgré les difficultés, l'équipe médicale avait persévéré, pratiquant inlassablement des interventions chirurgicales et prodiguant des soins 24 heures sur 24. Le médecin a présenté à Alan des scanners de Paul et d'autres patients, permettant au jeune garçon de voir et de comprendre la situation de première main. C'est au cours de cette discussion avec le médecin qu'Alan a pris la ferme décision de poursuivre une carrière de chirurgien, en se spécialisant dans les opérations du cerveau pour aider à sauver des vies. Il s'est plongé dans le domaine de l'anatomie en lisant des livres, attiré et intrigué par ce nouveau monde. Malgré sa nouvelle passion, ses parents ne le soutiennent pas activement, semblant ignorer la présence d'Alan. Chaque membre de la famille était absorbé par ses propres sentiments, cherchant à se réconforter à sa manière. On aurait pu s'attendre à ce que, ayant perdu un fils, les parents concentrent toute leur attention sur l'enfant survivant. Cependant, ils deviennent soudainement indifférents à l'égard d'Alan, ce qui pousse ce dernier à prendre les choses en main. Après avoir découvert les conditions d'admission à l'académie de médecine, Alan a cherché avec diligence une auberge et des tuteurs, et tout s'est mis en place pour lui. Il s'inscrit avec succès, s'installe dans la capitale, commence ses études et finit par travailler. Bien que ses parents semblent être fiers de sa réussite, leur chagrin les assaille toujours. Les années passent sans que rien ne change. Alan tente de persuader ses parents de consulter un thérapeute, mais ils refusent, insistant sur le fait que tout va bien. Alan a accepté la situation, réalisant qu'il ne pouvait pas les forcer à chercher de l'aide s'ils n'étaient pas disposés à le faire. Alan a choisi de ne pas révéler à la jeune Brenda, qui attendait avec impatience une réponse à sa question, les raisons qui l'avaient poussé à devenir médecin. « Je voulais simplement donner un coup de main aux jeunes enfants », s'exclame-t-il enfin. « Je veux vous voir à nouveau courir, sauter et jouer en toute insouciance. Vous aimez vous amuser, n'est-ce pas ?» Brenda rayonne de joie à l'idée de pouvoir marcher à nouveau. « La première chose que je ferai, c'est une fête sauvage, remplie de cris, de sauts et de rires, dit-elle avec enthousiasme. Alan a approuvé de tout cœur son plan et a assuré Brenda que tout irait bien. Malgré la triste réalité de l'état grave de Brenda et de son avenir incertain, Alan a ouvertement discuté des risques de l'opération à venir avec les parents de Brenda. Ceux-ci, bien qu'anxieux et craintifs, sont restés résilients, comprenant la gravité de la situation. Ils savaient que le temps était compté, car l'importante tumeur dans le cerveau de Brenda présentait des risques considérables. Néanmoins, ils se sont accrochés à l'espoir, reconnaissant que sans l'opération, les chances de Brenda seraient minces. « Tout le monde a peut-être perdu espoir pour Brenda », a déclaré le père de Brenda en serrant doucement la main de sa femme, mais au moins maintenant, elle aura une chance de se battre. « Je donnerai tout ce que j'ai », a affirmé le médecin, et, fidèle à sa parole, il s'est investi corps et âme dans cette tâche, l'abordant avec un soin méticuleux. Alan a toujours été motivé par les défis, et ce cas n'a pas fait exception. Malgré le formidable défi que représentait la tumeur de Brenda, Alan l'a enlevé habilement et complètement, ne laissant aucun vestige derrière lui. Commence alors la période critique de l'attente, pour voir si des fonctions cérébrales vitales ont été compromises au cours de l'intervention. Le véritable résultat ne serait révélé que lorsque Brenda se réveillerait de l'anesthésie. Pendant toute la nuit qui suivit l'opération, Alan resta en état d'alerte, s'occupant de diverses tâches jusqu'à ce qu'il finisse par s'installer sur le canapé. Le calme fut interrompu par un léger coup frappé à la porte, annonçant le réveil de Brenda. Reconnaissant de la nouvelle, Alan acquiesça d'un signe de tête. Bien que son cœur s'emballe, il se calme en entrant dans la chambre de Brenda et la trouve allongée sur le lit, apparemment inchangée. Son regard familier et inquisiteur mit immédiatement Alan à l'aise et il sentit une vague de soulagement l'envahir. Sachant que les opérations du cerveau peuvent avoir des résultats imprévisibles, altérant souvent de façon spectaculaire les capacités d'une personne, Alan s'est assis à côté de Brenda avec un sourire chaleureux. Lui tenant tendrement la main, il lui a posé les questions habituelles, admirant son courage et sa résistance. « Tu es une vraie héroïne, Brenda. » Si Brenda avait des maux de tête ou une vision double, elle réagissait rapidement. Son élocution, autrefois floue, avait maintenant retrouvé sa clarté. Bien qu'encore faible,
sa force augmentait de jour en jour. Une semaine après l'opération, elle pouvait déjà se tenir debout. L'exaltation de la mobilité l'envahit, des mois d'alitement font place à une liberté retrouvée. C'était miraculeux. Je peux courir, sauter, danser, s'exclame Brenda avec joie. Elle partage volontiers son enthousiasme avec Alan. Quand mes parents m'emmèneront à la mer, j'apprendrai à nager. J'aurai peut-être même la chance de nager avec un dauphin, comme dans mon rêve. Oh, j'ai oublié de mentionner que j'ai rêvé d'un dauphin alors que j'étais sous anesthésie. Étonnamment, je n'en ai pas eu peur du tout. Alan lui sourit chaleureusement et l'avertit, mais n'oublie pas de ne pas trop te dépasser, tu es encore en convalescence, vous êtes encore en convalescence. Brenda proteste, mais j'en ai envie. Elle s'émerveille devant les couloirs spacieux, qu'elle a envie de parcourir en sprintant. Peu à peu, Brenda s'est liée d'amitié avec d'autres enfants du service, devenant leur chef officieux. Alan la réprimande parfois pour maintenir la discipline, mais cela s'avère bénéfique pour les progrès de Brenda. La pratique d'activités modérées a accéléré sa guérison. Alan lui a suggéré d'affiner sa dextérité digitale par le biais d'activités artistiques et manuelles pour enfants. Les parents de Brenda lui ont rapidement fourni une panoplie de matériel, carton, ciseaux, argile, colle et peinture. Désormais, lorsqu'Alan passe devant sa chambre, il voit Brenda plonger dans des activités créatives. Il la trouvait souvent en train de réaliser une nouvelle création magnifique. Dès qu'elle a commencé à dessiner, ses compétences se sont améliorées de jour en jour. Sa dextérité progresse rapidement, pour le plus grand plaisir d'Alan. Brenda, qui avait peu de chances de survivre, avait défié toutes les attentes et s'était épanouie. Alors que d'autres médecins l'avaient abandonnée, Alan a décidé de tenter sa chance, et le résultat a été remarquable. Brenda vivra désormais. Des cas aussi miraculeux que celui de Brenda ont incité Alan à persévérer, même face à des revers occasionnels dans sa pratique médicale. Malgré le manque de professionnalisme, il a pris chaque perte à cœur pour les patients qui n'avaient pas besoin d'aide. Des histoires comme celle de Brenda lui ont donné la force de poursuivre son travail, en lui apportant soutien, motivation et lumière. Le jour de sa sortie, Brenda est apparue quelque peu mélancolique. « Vous allez me manquer », dit-elle en jetant un coup d'œil à son médecin. « Nous sommes devenus des amis proches, et vous dire adieu est vraiment triste. » « Vous me manquerez aussi », dit Alan en réponse à Brenda. Ces paroles le touchent profondément et lui réchauffent le cœur. « Mais j'espère que vous n'aurez pas besoin de rendre visite au médecin fréquemment à l'avenir. » Avec ferveur, Brenda proclame, « Les médecins sont des gens exceptionnels, j'ai un cadeau pour vous. » Ce faisant, elle sort une petite boîte de son sac à main. La boîte était ornée d'une feuille d'aluminium brillante, agrémentée de délicates roses en papier rouge. Quelle merveille! S'émerveille Alan, il est réellement impressionné par la création complexe qui se trouve devant lui. L'exceptionnelle habileté motrice de Brenda était évidente dans la boîte exquise qu'elle avait fabriquée. Il n'est pas donné à tout le monde d'être capable de façonner une telle pièce. Son rétablissement rapide a surpris tout le monde. Brenda, avec honnêteté, a avoué qu'elle avait passé 3 heures entières à confectionner ce cadeau spécial. Alan, d'un signe de tête sérieux, a exprimé son attachement à ce cadeau. Il a décidé que cette boîte occuperait une place de choix dans sa collection. Appréciant le sentiment, il se dirige vers l'étagère avec un sourire. Brenda n'était pas la première jeune patiente à manifester sa gratitude au médecin par un cadeau attentionné. Alan avait une relation chaleureuse avec les enfants, ce qui lui a permis de constituer une collection unique de ses créations sincères. Il traitait toujours les cadeaux des enfants avec soin et reconnaissance. Leurs efforts pour lui faire plaisir ne passaient jamais inaperçus. Ces délicieux objets semblaient contenir une essence magique qui touchait Alan profondément. Plaçant la boîte de Brenda au centre, Alan lui a souhaité bonne chance avec un sourire chaleureux lors de leurs adieux. Brenda, promettant de se revoir dans de meilleures circonstances, partit avec ses parents. Alors que la porte se referme derrière eux,
Alan hésite à prononcer les mots dont il sait qu'ils signifieront le retour de la maladie contre laquelle il s'est embattu. Il était loin de se douter que le destin allait à nouveau entremêler leur chemin. 20 ans se sont écoulés depuis la guérison de Brenda, marquée par des hauts et des bas dans la vie d'Alan. Il a dû faire face à la perte de ses 2 parents, son père ayant été victime de l'alcool contaminé, tandis que sa mère est restée son guide. Malgré de nombreuses tentatives pour sauver son père, l'issue est restée sombre, ne lui laissant que le soutien de sa mère pour s'accrocher à son humanité. Les médecins sont inefficaces lorsque le patient n'a pas la volonté de guérir, une situation d'autant plus grave que sa mère est victime d'une soudaine crise cardiaque. Après avoir assisté aux funérailles de son père, Alan s'est rendu compte qu'aucun de ses parents n'avait vraiment fait son deuil, ce qui les rendait incapables d'aller de l'avant, un fardeau qu'Alan s'est trouvé incapable d'alléger. Dans l'esprit d'Alan, son dévouement à sauver la vie des enfants était alimenté par le souvenir de son frère disparu, qui l'a guidé tout au long de son parcours dans le domaine médical. Cette conviction que son frère avait un rôle particulier à jouer dans le monde a motivé Alan à poursuivre une carrière dans les soins pédiatriques, trouvant du réconfort dans l'aide apportée aux enfants dans le besoin. Bien qu'il ait profondément pleuré la perte de ses parents, avec lesquels il partageait un lien distant mais affectueux, Alan a trouvé du réconfort dans la pensée de leur amour et de leur soutien éternel, ne voulant jamais affronter le monde entièrement seul. Au cours de cette période troublée, une rencontre fortuite a fait entrer Debbie dans la vie d'Alan. Lors de la célébration de l'anniversaire d'un collègue, Alan est captivé par la présence de cette femme grande et mince aux yeux plaintifs, aux cheveux flottants, aux mains délicates et aux pommettes hautes qui semblent contenir un chagrin silencieux. Intrigué par son comportement énigmatique, Alan trouve le courage de l'inviter à danser et découvre qu'il s'agit de la cousine de son collègue. Le jeune économiste a trouvé un emploi dans une compagnie pétrolière après avoir quitté le rassemblement. Alan et Debbie passent du temps à explorer la ville et à avoir des conversations profondes, et réalisent rapidement qu'ils sont inséparables. Alan est étonné de rencontrer quelqu'un d'aussi empathique, attentionné et à l'écoute de ses émotions, toujours prêt à lui remonter le moral dans n'importe quelle situation. La découverte du bonheur chez Debbie a été une agréable surprise pour Alan. Le simple fait de lui tenir la main, de la regarder dans les yeux et de voir son sourire radieux l'a rendu vraiment heureux. Alan apprendra plus tard la raison du regard triste de Debbie à la fête. Elle venait de se séparer de son fiancé la veille. L'homme qu'elle pensait épouser avait été surpris en train de la tromper avec une autre femme. Alan remercie silencieusement sa bonne étoile pour ce coup du sort. Ils se sont mariés et ont réalisé leur rêve de quitter la vie urbaine en achetant une charmante maison avec un jardin tranquille, loin de l'agitation. Elle est devenue leur sanctuaire serein après le travail, avec de nombreuses chambres, dont 3 réservées à leurs futurs enfants. Tous 2 rêvent d'un foyer dynamique. Cependant, bien qu'ils aient essayé pendant 1 an, leurs tentatives de concevoir un enfant n'ont pas abouti. Malgré son optimisme, le couple s'est rendu compte que le miracle qu'il espérait ne se produisait pas. Debbie étant confrontée à de graves problèmes de santé, ils ont demandé l'avis d'un médecin. Des années de traitement, de respect des prescriptions du médecin, de procédures et d'examens douloureux, tout cela dans le but d'avoir des enfants, n'ont rien donné. Alan, désolé pour Debbie, a eu une conversation sincère avec elle, l'exhortant à donner la priorité à son bien-être plutôt qu'à leur désir d'enfant. Malgré l'insistance de Debbie sur son intuition d'avoir un fils, Alan a essayé de la rassurer en lui disant que sa santé était plus importante. Étonnamment, quelques mois plus tard, un miracle s'est produit. Le moment où Debbie a annoncé avec joie le résultat positif du test de grossesse est resté gravé dans la mémoire d'Alan. Le bonheur pur qui brillait dans ses yeux de future maman était sans commune mesure. Alan a été profondément ému par ces paroles, les larmes lui montant aux yeux. En tant que médecin, il comprenait les incertitudes qui accompagnent souvent la grossesse. Malgré les difficultés, ils ont gardé espoir. Le parcours de grossesse de Debbie a été semé d'embûches, entraînant de multiples frayeurs et de fréquentes visites aux urgences. Elle a affronté chaque obstacle avec une résilience inébranlable, en suivant assidûment les conseils du médecin pour protéger son état fragile. La période a été à la fois remplie d'anxiété et d'anticipation, ponctuée par de nombreuses échographies qui ont révélé qu'ils attendaient un petit garçon. « J'ai promis de te donner un fils », se réjouit Debbie,
qui prévoit l'arrivée de 2 autres filles par la suite. Leur maison comptait désormais 3 chambres d'enfants. La menace sous-jacente s'est profilée tout au long de la grossesse, obligeant les médecins à déployer tous leurs efforts pour maintenir la grossesse de Debbie contre vent et marée. Lorsque le travail a commencé prématurément, Debbie s'est retrouvée à l'hôpital, où leur petit garçon est né affaibli et a été immédiatement placé dans une couveuse spécialisée pour les prématurés. Les médecins hésitent à donner un pronostic définitif, laissant Debbie dans l'attente de réponse. Alan, qui s'est déjà trouvé dans des situations similaires, connaît les incertitudes qui entourent ces moments critiques, où les résultats dépendent de variables inconnues. Il se retrouve alors dans le rôle familier mais intimidant de parent, empreint d'impuissance et d'anxiété. L'enfant, un garçon, a reçu le nom de Kyle en hommage au grand-père de Deb. Malgré sa fragilité et son arrivée prématurée, Kyle a défié tous les pronostics, non seulement en survivant, mais en s'épanouissant pour devenir un individu robuste et astucieux. D'abord confronté à des problèmes respiratoires dus à des poumons sous-développés, le parcours de Kyle a pris une tournure précaire lorsqu'il a été révélé qu'il souffrait de graves déficiences visuelles, ce qui le rendait potentiellement aveugle. Faisant appel à son réseau, Alan a demandé de l'aide et a fait en sorte que Kyle subisse une intervention chirurgicale dans le premier centre d'ophtalmologie du pays. Alors que les premiers résultats semblaient prometteurs, le rétablissement de Kyle a nécessité une hospitalisation prolongée sous surveillance médicale constante. Debbie et Alan, qui se rendent fréquemment au chevet de leur fils, assistent à sa transformation de nouveau-né fragile en enfant chérubin, aux joues potelées et aux yeux inquisiteurs. Lorsque Kyle est finalement sorti de l'hôpital à l'âge de 6 mois, le couple a fêté l'événement avec jubilation à la maison, savourant du vin au coin du feu en regardant leur fils endormi. Dans le calme, ils ont réfléchi à l'avenir de Kyle, soulagés que le spectre des problèmes de santé périlleux fasse désormais partie du passé. Bien que Kyle ait encore des étapes de développement à franchir, comme marcher et parler, les sombres pronostics émis à sa naissance semblaient lointains. Face à l'adversité, leur fils avait fait preuve de résilience, dissipant toute idée qu'il n'était rien de moins qu'extraordinaire. Debbie réfléchit à l'avenir de son fils Harry, persuadé qu'il sera intelligent. Ses yeux observateurs suggèrent qu'il comprend déjà tout, bien qu'Alan, son père, semble inconscient de tout ce qui sort de l'ordinaire. Après tout, Kyle n'était qu'un enfant, vivant et relativement en bonne santé au milieu de la routine de leur vie. Alan, neurochirurgien très demandé, se consacre sans relâche à son travail, le nombre de ses patients ne diminuant pas. Pendant ce temps, Debbie s'occupait de leur maison, servant de délicieux repas et créant une atmosphère chaleureuse. Le retour à la maison apportait toujours à Alan une joie immense, car l'odeur des plats délicieux qui s'échappaient de la cuisine, l'ordre et la présence de sa femme et de son fils qu'il aimait lui procuraient un véritable bonheur. Malgré ce cadre idyllique, la situation de Kyle était complexe en raison des problèmes de santé liés à sa naissance prématurée. Il tombait souvent malade et mettait plus de temps à se rétablir que les autres enfants de son âge, étant hospitalisé à plusieurs reprises pour une pneumonie avant son 3e anniversaire. En grandissant, Kyle était un enfant faible, pâle et chroniquement malade. Alan ressentait souvent un mélange de pitié et d'affection lorsqu'il regardait son fils fragile. Regarder Kyle se fatiguer rapidement en essayant de jouer avec ses amis dans le parc attristait Alan, alors que ses pères jouaient avec énergie et riaient de bon cœur. L'enthousiasme de Kyle diminuait, le forçant à s'asseoir sur un banc avec ses parents, regardant avec nostalgie les activités trépidantes auxquelles il avait du mal à prendre part. La scène est empreinte de tristesse, mais Alan reste optimiste et pense que Kyle dépassera cette phase. Compte tenu des obstacles qu'il a surmontés depuis sa naissance, Alan est persuadé que Kyle relèvera également ce défi. Alan et Debbie discutent parfois de l'idée d'agrandir leur famille. Au départ, ils souhaitaient une famille nombreuse, mais l'observation de Kyle les a fait hésiter. Bien que Kyle ne soit pas handicapé, les risques étaient intimidants. La grossesse de Debbie avait été compliquée, avec des moments de quasi-effondrement. Cela a rendu le couple anxieux à l'idée d'avoir un autre enfant, craignant une issue encore pire qu'auparavant. Debbie accompagnait fréquemment Kyle à ses rendez-vous médicaux et à ses séances de thérapie, car il avait besoin d'une attention et de soins supplémentaires par rapport aux autres enfants. Kyle a bénéficié des conseils de nombreux spécialistes,
tels que des entraîneurs sportifs, des ostéopathes et des experts en développement, ce qui a considérablement amélioré ses capacités cognitives. À l'âge de 4 ans, Kyle pouvait déjà lire et travailler avec des chiffres jusqu'à 20, ce qui lui a valu le surnom amusant de petit génie parmi ses camarades. Alan était extrêmement fier des accomplissements de son fils et se réjouissait d'être témoin de ses progrès. Cependant, l'état physique de Kyle reste fragile, l'empêchant d'aller à l'école maternelle en raison de sa vulnérabilité aux infections. Alan repousse les pensées négatives. Confiant dans le fait que les médecins surveillent de près Kyle sans déceler de problèmes graves. Cependant, Alan ne peut se défaire du sentiment qu'il a croisé la route de nombreux enfants au cours de sa carrière, et qu'il est devenu habile à discerner les enfants typiques de ceux qui sont aux prises avec des difficultés. Malheureusement, Kyle semblait appartenir à ce dernier groupe. Alan a préféré taire ses inquiétudes, ne voulant pas alourdir le fardeau de sa femme déjà anxieuse. Peut-être qu'elle aussi a senti que des problèmes se préparaient pour le réveillon du Nouvel An. Ce soir-là, Kyle s'attarde plus longtemps que d'habitude auprès de sa mère. L'air était vif et de légers flocons de neige tombaient du ciel, créant un décor pittoresque semblable à celui d'une carte de vœux du Nouvel An. Malgré l'accord de Debbie, Kyle hésite à rentrer chez lui. Elle le laisse gambader dans la neige avec les enfants du voisinage, observant qu'il se fatigue rapidement et s'installe sur un banc voisin avec un sourire. Malgré sa réticence à partir, Debbie a fini par le ramener à la maison, comme c'était l'usage. À seulement 4 ans et demi, Kyle était étonnamment lourd, comme un enfant beaucoup plus jeune. Au cours de la soirée, la température de Kyle est montée en flèche. Il semble qu'il ait eu trop chaud en jouant sur le toboggan, avant de se refroidir sur le banc. Le lendemain matin, il est devenu évident que l'hospitalisation était inévitable. Malgré l'essai de plusieurs médicaments pour faire baisser la fièvre, la température élevée de Kyle persistait obstinément. À leur arrivée à l'hôpital, Kyle a été rapidement emmené à l'unité de soins intensifs, laissant ses parents désemparés sur le chemin du retour. Tout au long du trajet, Debbie a pleuré, submergée par un profond sentiment de culpabilité. « Je regrette de ne pas l'avoir ramené à la maison tout de suite, mais il a insisté pour rester. C'est entièrement ma faute ?» Tente Alan pour réconforter sa femme inconsolable, mais ses efforts restent vains. Une nouvelle pneumonie bilatérale est diagnostiquée chez Kyle, qui se trouve cette fois dans un état critique à l'unité de soins intensifs. Alan et Debbie ont passé d'innombrables nuits blanches à attendre anxieusement des nouvelles, Alan cachant certaines informations cruciales à sa femme grâce à ses relations. Il a demandé au médecin de ne pas révéler les détails alarmants à Debbie alors que la vie de Kyle était en jeu. Branché à des machines et soumis à des médicaments puissants, la survie de Kyle semble de plus en plus incertaine chaque jour qui passe. Alan a désespérément cherché l'aide d'experts renommés à la recherche d'une solution pour sauver son fils. Bien qu'il soit angoissé de devoir affronter seul cette épreuve, il ne peut supporter de révéler à Debbie l'état critique de Kyle. Heureusement, le traitement s'est avéré efficace et Kyle s'est progressivement rétabli. Alan a ressenti une vague de soulagement car son fils n'était plus en danger immédiat, même s'il restait en soins intensifs. Cependant, le traitement rigoureux et la maladie grave ont fait des ravages. Alors que Kyle avait vaincu la pneumonie, il souffrait désormais de troubles cardiaques. Les médicaments administrés avaient des effets secondaires imprévus, mais il n'a pas été possible de discuter des risques potentiels à ce moment-là. La santé de Kyle avait désormais des répercussions que l'on ne pouvait ignorer. En plus de ses problèmes existants, Kyle devait désormais consulter un cardiologue. Dans un premier temps, Debbie s'est sentie soulagée par la disparition du danger immédiat pour la vie de son enfant. Cependant, ce nouveau problème inattendu la déstabilise. Une fois de plus, les perspectives du médecin semblaient sombres, presque une condamnation à mort, étant donné l'aggravation de l'état de Kyle. Pour le bien de son fils, Debbie rassemble ses forces et décide de se battre pour lui. Alan admire sa résistance inébranlable pendant cette période difficile. Pour soutenir Kyle, elle a dû rester à ses côtés dans les hôpitaux, suivre avec diligence les nombreuses suggestions du médecin et maintenir un régime strict d'exercice physique, de médicaments et de surveillance constante du rythme cardiaque. Ces tâches ont permis à Debbie de rester préoccupée et de ne pas céder au désespoir.
Elle est restée déterminée à aller de l'avant et à défendre les intérêts de son fils. Malheureusement, Debbie ignorait la vérité. Kyle avait besoin d'une intervention chirurgicale, une procédure complexe et prolongée qui avait été reportée. Debbie avait supposé que cela était dû à l'état de faiblesse de son enfant à la suite d'une pneumonie. En réalité, les chirurgiens hésitaient à accepter ce cas à haut risque. Alan savait que les chances de Kyle de survivre à cette opération lourde étaient minces. Il a demandé l'avis de plusieurs institutions médicales et cliniques dans le monde entier, cherchant le meilleur résultat possible pour son fils. En analysant les réponses similaires qu'il avait reçues, Alan s'est rendu compte que l'état de son fils ne ferait qu'empirer sans intervention chirurgicale. En tant que parents, ils se sont sentis impuissants, confrontés à une dure réalité difficile à accepter. L'incertitude de la situation leur pesait lourdement, l'espérance de vie de Kyle était courte, probablement pas plus d'1 an ou 2, et au maximum 5 ans. Cependant, l'opération présentait un risque important pour Kyle. Elle pourrait ne pas apporter l'amélioration souhaitée et pourrait même accélérer son déclin. L'idée que Kyle ne se réveille pas de l'anesthésie ou de l'intervention cardiaque complexe remplit Alan de désespoir. Aucun chirurgien n'était disposé à entreprendre une opération aussi précaire. Se sentant impuissant et submergé par la peur de perdre son fils et par l'inquiétude pour sa femme, Alan s'est assis dans son bureau ce soir-là, essayant de se concentrer sur son travail, mais sans y parvenir. Debbie, fermement convaincue que tout irait bien, est restée aux côtés de Kyle à l'hôpital, lui apportant un soutien indéfectible. Alan savait que Debbie aurait beaucoup de mal si quelque chose arrivait à Kyle. Épuisé par la journée et rongé par l'inquiétude, Alan décide de passer la nuit au bureau. Il savait que personne ne l'attendait à la maison, où Debbie était restée à l'hôpital avec Kyle, inconsciente de la gravité de la situation. Alors qu'Alan quittait son bureau, le poids de l'incertitude et des décisions imminentes concernant l'avenir de Kyle persistait dans son esprit. Se dirigeant vers la machine à café au bout du couloir, Alan décida de prendre une tasse de café pour l'aider à rester alerte pendant le trajet qui l'attendait. En s'approchant, il remarque Jonathan, un collègue et ami très cher du service de cardiologie. Jonathan avait été un pilier de soutien pour Alan pendant cette période difficile, tirant les ficelles et établissant des contacts pour l'aider. Alan lui est profondément reconnaissant de son soutien indéfectible. Alan salue Jonathan, qui s'approche en tenant une tasse d'américano fumante. « Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu ne devrais pas te reposer à la maison ou travailler dur ?» Alan répond en souriant. « En fait, j'ai une nouvelle passionnante à vous annoncer. J'avais prévu de vous en parler demain, mais puisque vous êtes là, je vais vous en parler maintenant. Kyle a de bonnes chances de se rétablir. » Alan regarde Jonathan avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Il voulait croire en cette lueur d'espoir, même si les déceptions du passé restaient présentes dans son esprit. Jonathan poursuit en donnant des détails remarquables sur une jeune chirurgienne cardiaque de la clinique universitaire. Elle venait d'être diplômée de l'Académie de médecine, mais avait déjà acquis une expérience considérable en collaborant avec des cliniques internationales. En se lançant dans la recherche scientifique et en innovant, spécialisée dans les cas pédiatriques, elle a traité avec succès plusieurs patients souffrant de problèmes cardiaques complexes. C'est intriguant, remarque Alan, surpris par cette révélation, une perle cachée dans le monde médical. Mais pourquoi n'avons-nous pas entendu parler d'elle avant? C'est une étoile montante, affirme Jonathan avec assurance. Sa notoriété est sur le point d'exploser, et bientôt, tout le monde dans la communauté médicale sera au courant de ses remarquables réalisations. Je l'ai contacté et lui ai raconté l'histoire de Kyle. J'ai choisi de ne pas trop en dire pour ne pas susciter de faux espoirs. Je comprends à quel point cela a été difficile pour vous, mais ce soir, elle a répondu qu'elle était prête à procéder à l'opération de Kyle, et vous avez une réunion prévue pour après-demain. J'ai déjà pris des dispositions avec le chef pour que vous puissiez bénéficier d'un congé pour aller la voir. Croyez-moi, tout se mettra en place. Elle est très compétente et possède une grande expérience malgré son jeune âge. Concentrez-vous sur ses capacités. 2 jours plus tard, Alan attend devant le bureau du Dr Smith, la jeune chirurgienne qui va opérer son fils. Entre-temps, Alan avait recueilli des informations sur son parcours, sa formation et son expertise,
qui décrivait le Dr Smith comme un talent remarquable dans son domaine, malgré son apparence juvénile rappelant celle d'un mannequin plutôt que celle d'un chirurgien cardiaque, Alan a remarqué une légère familiarité dans son visage, ressemblant peut-être à celui d'une actrice ou d'une chanteuse. Le Dr Smith était connu pour être exceptionnellement attentive à ses jeunes patients pendant ses tournées, ce qui créa un sentiment d'anticipation chez Alan qui attendait son arrivée. Lorsqu'elle s'est approchée de lui, Alan a ressenti un lien étrange avec elle, comme s'ils s'étaient déjà rencontrés. Le Dr Smith l'a accueilli chaleureusement avec un sourire qui a instantanément rassuré Alan et l'a invité à entrer dans son cabinet, lui réchauffant le cœur. Il semble que le Dr Smith incarne l'ouverture d'esprit et la sensibilité, ce qui fait de la collaboration dans son cabinet une expérience agréable. Alan jeta un coup d'œil involontaire autour de lui, trouvant une certaine familiarité dans les étagères ornées de livres, les classeurs regorgeant de papier, et une table accompagnée d'un canapé niché dans un coin, rappelant son propre espace de travail. Même une étagère dédiée aux créations des enfants ornait la pièce, suscitant un sourire reconnaissant de la part d'Alan, qui fit un signe de tête en sa direction, ce qui valut un sourire réciproque de la part du Dr Smith. « S'il vous plaît, asseyez-vous », dit chaleureusement le Dr Smith, tandis qu'Alan lui tend le dossier médical de Kyle, contenu dans une grosse chemise. Votre collègue me les a transmis, j'ai pris connaissance de la situation et j'ai préparé un plan de traitement. Cela peut poser des problèmes, mais je suis sûr que nous pouvons les résoudre dans mon cabinet. Il y a eu un cas similaire avec une fille, plus âgée que votre fils, et elle se porte bien maintenant. Croyez-moi, nous épuiserons toutes les possibilités pour le bien-être de Kyle. Alors qu'Alan pose des questions sur le traitement, le Dr Smith répond méticuleusement, mettant en avant son professionnalisme et son approche innovante. Alan réalise rapidement qu'il se trouve en présence d'une visionnaire dans le domaine médical, d'une personne qui fait progresser les soins de santé. Cette jeune femme a un avenir prometteur. Ces méthodes sauveront sans aucun doute d'innombrables vies lorsqu'elles seront adoptées par d'autres praticiens, réfléchit-il, émerveillé par l'attitude agréable du Dr Smith et par son expertise. D'un regard compatissant, elle se tourna vers Alan et s'efforça sincèrement de lui remonter le moral et de l'aider à saisir la difficulté de la situation une fois les formalités terminées. Tout à coup, le Dr Smith pose une question inattendue à l'homme. « Vous ne me reconnaissez pas du tout ?» Alan examine attentivement le visage de la jeune chirurgienne cardiaque, ses yeux gris familiers éveillant en lui un sentiment de reconnaissance. « Vos yeux, ils me semblent très familiers, » avoue Alan, qui a du mal à se souvenir de leur précédente rencontre. Le Dr Smith glousse doucement, « Il y a si longtemps, après tout, je n'avais que 10 ans à l'époque. » Alan réalise alors qu'il s'exclame, « Je suis Brenda Smith, l'une de vos anciennes patientes. » La main d'Alan rencontra son front avec une claque retentissante et il s'exclama, « Bien sûr, je suis ravi de voir que vous allez bien. » Brenda rayonne, « C'est en partie grâce à vous, vous m'avez sauvé la vie à l'époque, contre toute attente. » Les yeux d'Alan s'écarquillent d'étonnement lorsque Brenda raconte comment, au début, on leur a refusé le traitement jusqu'à ce que son père intervienne. « Je lui ai promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour sauver votre fils, » a déclaré Brenda. « C'est incroyable comme le destin a entremêlé nos vies, c'est le destin qui a voulu que Kyle soit sous ma responsabilité. » Brenda a affirmé sa foi dans les signes, remarquant, « Nous, les chirurgiens, sommes superstitieux. » Alan acquiesce, « Je fais également confiance aux signes, c'est ainsi que le destin se déroule. » Reconnaissant le nouveau rôle dans lequel il se trouvait, Alan a exprimé son appréhension, mais Brenda l'a rassuré, « Tout se passera bien, ne vous inquiétez pas. » Après cet échange réconfortant, Kyle est transféré à l'hôpital où exerce le Dr Smith. La jeune médecin a rapidement établi un rapport avec Kyle et Debbie, s'attachant à eux par son sourire chaleureux. La simple présence de Brenda leur a insufflé un sentiment d'optimisme quant à l'issue de l'opération. L'opération a duré 8 heures. Alan et Debbie se sont sentis agités pendant cette période. Ils ont d'abord attendu anxieusement à l'hôpital avant de décider d'explorer les environs. Le temps semblait s'écouler tandis qu'ils s'efforçaient de s'occuper.
Alan tenait fermement la main de Debbie, sentant la fraîcheur dans sa paume malgré la chaleur du mois de mai. Il tripote son téléphone, attendant avec impatience des nouvelles, tout en espérant un appel crucial. Lorsque l'appel est enfin arrivé, la voix fatiguée de Brenda a confirmé que tout s'était bien passé. Avec un mélange de soulagement et de gratitude, Alan s'est assis sur le banc, un sourire de satisfaction sur le visage. Après l'opération, Kyle et sa mère sont restés à la clinique pour se rétablir, tandis qu'Alan a dû retourner auprès de ses patients dans la capitale. Malgré la charge de travail qui l'attend après son absence, Alan ne se décourage pas, sachant que son fils est désormais dans un état stable. Avant de partir, il a pris soin de rendre visite à Brenda, la chirurgienne qui a sauvé la vie de son fils. Brenda, préoccupée par une tâche quelconque, a accueilli Alan avec un sourire et a pris un moment pour lui exprimer sa gratitude pour sa visite. Les mots me manquent, Brenda, dit Alan en s'asseyant en face d'elle. Vous avez non seulement sauvé mon fils, mais aussi toute notre famille. La gratitude sincère d'Alan a trouvé un écho chez Brenda, leur rappelant à tous deux l'importance de leur rôle dans la vie de l'autre. Je n'arrive pas à trouver les mots pour exprimer ma profonde gratitude. Je ne faisais que mon travail, a déclaré Brenda en haussant les épaules. Considère que nous sommes quittes, a fait ton père. On t'emmène à la mer, demanda soudain Alan, qui était curieux d'en savoir plus depuis toutes ces années. Oui, dit Brenda en souriant chaleureusement. C'était un voyage remarquable. C'était la première fois que notre famille s'aventurait jusqu'à la mer. Nous avons nagé, pris des bains de soleil et nous nous sommes prélassés dans les cafés tous les jours. Il était évident qu'il s'intéressait vraiment à vous, a déclaré Alan en retour. À cette époque, tu avais plus besoin d'émotions positives et d'air marin que de médicaments. Tes parents se sont surpassés pour assurer ton bien-être. J'ai même eu l'occasion de nager avec un dauphin, se souvient Brenda. Ce n'était pas en pleine mer comme je le rêvais, mais dans un delphinarium. Cela a dû être une sacrée dépense pour mes parents. Nous n'avons pas toujours eu beaucoup d'argent, mais cet été-là, j'ai eu l'impression que le monde entier tournait autour de moi. Tu le méritais, dit Alan solennellement. Tu as été un véritable héros. Nous avons tous été stupéfaits par ta résilience. Tous les enfants ne possèdent pas une telle force. Tu te souviens de la boîte que je t'ai donnée à ta sortie de l'hôpital, demande Brenda. Bien sûr, elle occupe toujours une place spéciale sur mon étagère parmi ma collection. Chaque fois que je la vois, je pense à toi, cette petite fille aux grands yeux et à l'esprit joyeux, répond Alan. As-tu déjà vérifié ce qu'il y avait à l'intérieur, demande Brenda, surpris. Alan répond, je n'avais même pas réalisé qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Les yeux de Brenda s'illuminent comme deux torchés. Quand tu reviendras, tu devras l'ouvrir. J'ai hâte de voir ta réaction, Alan répondit honnêtement et se retrouva dans son bureau, tenant une boîte décorée de fleurs en papier. Le couvercle était fermé par une petite serrure artisanale qui s'avéra difficile à ouvrir avec ses pouces au fond de la boîte. À l'intérieur se trouvait une photographie de Brenda, souriante, avec ses longs cheveux blonds coiffés en boucle, élégamment épinglés sur le côté. Ses lèvres étaient subtilement maquillées de rouge à lèvres roses et elle portait une robe bleu ciel à manches courtes. Malgré les cernes sous ses yeux, signe de maladie, Brenda rayonne de joie en posant avec un bouquet de roses écarlates pressé contre sa poitrine. Cette image semblait la capturer comme une princesse, une vision que les filles aiment toujours. En regardant la photo, Alan ne peut s'empêcher de sourire. La petite fille sur la photo avait un avenir prometteur, même si elle était atteinte d'une maladie grave qui l'amènerait à suivre un long traitement, finalement, à vaincre. La photo dépeint un moment d'innocence et de bonheur, ignorant les défis qui se profilent à l'horizon. En retournant la photo, Alan découvre un message écrit au dos, « Merci pour la vie, peut-on y lire « On m'a dit que vous m'aviez sauvé. Maintenant, je vais vivre, aller à la mer, avoir mes propres enfants et devenir médecin pour sauver d'autres enfants. Je vous promets que dans de nombreuses années, vous serez fiers de moi. » En lisant les mots sincères écrits de la main de l'enfant, Alan a senti une vague d'émotion l'envahir. Il n'a pas seulement sauvé la petite Brenda,
il a aussi façonné son destin. Elle s'était promis de faire carrière dans la médecine, une promesse qu'elle a tenue. Alan vient de déverrouiller la boîte. Après avoir reçu son message, Brenda a répondu par une cascade d'émojis en forme de cœur, confirmant ainsi sa joie. Avec le temps, Kyle s'est bien remis. Debbie, qui était aux côtés de son fils à l'hôpital, s'émerveille de sa nouvelle vigueur. Elle se demande d'où lui vient cette énergie débordante et fait part de son émotion à son mari par téléphone. Kyle était constamment actif, plein d'enthousiasme et débordant de créativité qui abondait dans les couloirs de l'hôpital et dans le petit jardin. L'attente de sa sortie de l'hôpital a rempli tout le monde d'impatience. Alan était ravi de la tournure positive que prenaient les événements. Le jour de la sortie de Kyle arriva enfin, et Alan arriva intentionnellement en avance, désireux de parler à Brenda une fois de plus. Il souhaite lui poser quelques questions et lui exprimer sa gratitude. Maintenant, il avait un enfant sain et vigoureux, une femme satisfaite et un avenir prometteur, tout cela grâce à Brenda. Alan a noté à l'avance la fin de la séance de planification de Brenda, dans le but d'avoir une brève conversation entre ses réunions et ses tournées avec les patients. Brenda est sincèrement ravie de voir Alan à son bureau. « Je savais que vous viendriez », dit-elle en souriant. Ils se sont installés dans son bureau, où elle a fait le point sur les progrès de Kyle et décrit les prochaines étapes. Brenda a proposé du café et une boîte de gâteaux, ce qu'Alan a accepté avec un sourire. Assis ensemble dans le bureau de Brenda, ils savourent les rafraîchissements et entament une conversation chaleureuse, comme de vieilles connaissances qui se retrouvent. Brenda est ravie de voir que son fils se porte bien. L'excellent résultat était inattendu, car elle s'attendait à une nouvelle opération, mais son corps a réussi à se rétablir au cours des premières années. Bien qu'il soit important pour lui d'éviter les activités physiques intenses, un exercice régulier est bénéfique. Votre femme devrait demander à Kyle de consulter un cardiologue tous les ans pour une échographie et un cardiogramme, et cela devrait suffire. Kyle est aujourd'hui en mesure de mener une vie tout à fait normale, ce qui relève presque du miracle si l'on considère les difficultés qu'il a rencontrées depuis sa naissance. Ses problèmes de santé étaient principalement liés à ses problèmes cardiaques, qui sont passés inaperçus jusqu'à ce que la progression de la maladie soit déclenchée par diverses maladies. Aujourd'hui, tout devrait rentrer dans l'ordre. Brenda, comment êtes-vous parvenue à réaliser tout cela ? Brenda a révélé qu'elle s'était fixé un objectif clair dès qu'elle a appris la gravité de sa maladie par ses parents. Malgré le soutien initial de ses parents, ils ont fini par perdre espoir. Après avoir essuyé le refus de plusieurs médecins qui estimaient que les interventions médicales seraient inefficaces, un chirurgien courageux a accepté d'opérer Brenda. N'offrant aucune garantie quant aux résultats, il a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir. N'ayant pas d'autre solution, les parents de Brenda ont accepté la procédure expérimentale, donnant à leur fille une chance infime mais précieuse de vivre. Au fur et à mesure que Brenda se rétablissait, l'espoir renaissait. C'est avec une joie extrême que son père lui a fait part de la vérité. Sans le docteur Alan, je ne serais pas là aujourd'hui. La jeune fille regarde les adultes et demande des explications. Oui, ma fille, affirme son père. Il t'a sauvé la vie, et maintenant nous allons prier pour lui. Je t'en serai toujours reconnaissante, Brenda. L'esprit de la jeune fille était accaparé par les pensées de ce qu'elle venait d'apprendre. Elle comprenait le cycle naturel de la vie, les bébés naissent et deviennent des personnes âgées. Bien qu'elle comprenne que les voisins et les grands-parents âgés finissent par mourir, l'idée de la mort des enfants ne lui avait jamais traversé l'esprit jusqu'à présent. D'un air sérieux, elle s'est adressée à ses parents, les yeux remplis de larmes, en leur expliquant que les enfants n'ont pas encore fait l'expérience de la vie. Ils ont un avenir devant eux, rempli d'apprentissage, éventuellement, d'éducation de leurs propres enfants. Il était impensable que des enfants périssent si tôt. Brenda a eu du mal à s'endormir cette nuit-là, car l'injustice pesait lourdement sur elle. Elle songe à la tristesse et à la peur que la mort peut engendrer, mais réalise aussi qu'elle aurait pu être elle-même une victime. C'est le docteur Alan qui lui a sauvé la vie. J'aspire à devenir comme le docteur Alan, déclare fermement Brenda. En prononçant ces mots dans le vide de sa chambre d'hôpital, elle s'est sentie investie d'une nouvelle détermination.
À partir de ce moment-là, Brenda n'a plus eu aucun doute sur ses ambitions futures. Au début, ses parents se contentent de sourire à sa déclaration de devenir le meilleur médecin du monde et de guérir tous les enfants. Cependant, Brenda persiste dans la poursuite de son objectif. Elle regarde avidement les émissions médicales, demande des livres d'anatomie et travaille sans relâche à la réalisation de son rêve, se plongeant dans la terminologie latine complexe, dans les bases de la génétique et dans les textes de chimie empruntés à la bibliothèque locale. Elle est captivée par le domaine de la médecine, qu'elle trouve remarquablement intrigant et absorbant, malgré les tentatives de ses parents de la détourner des études à l'académie de médecine en lui suggérant d'autres voies. Brenda est restée déterminée. La médecine était sa vocation sans équivoque, et Brenda s'est épanouie. Admise à la prestigieuse académie de médecine, elle se lance à corps perdu dans ses études. Chaque année qui passe renforce la conviction de Brenda qu'elle a choisi la bonne voie. Studieuse, elle consomme assidûment de la littérature supplémentaire et s'engage dans divers projets et initiatives. Cependant, au fur et à mesure qu'elle avançait dans ses études, elle s'est rendue compte que son penchant pour la cardiologie éclipsait ses aspirations initiales de suivre les traces d'Alan en tant que neurochirurgien. Brenda s'est donc retrouvée dans le rôle d'un chirurgien du service de cardiologie lors de son opération inaugurale. Les battements du cœur de Brenda résonnent dans toute la salle d'opération, la nervosité l'envahit. Mais aussi un immense sentiment d'exaltation. Elle était enfin prête à réaliser l'ambition de toute une vie qu'elle avait ardemment poursuivie. Au fil du temps, Brenda a acquis de l'expérience et s'est intéressée à la recherche scientifique. Elle était particulièrement fascinée par les cas complexes et exigeants, trouvant du réconfort dans la gratitude des parents et les sourires des jeunes patients joviaux dont elle s'occupait, ce qui réchauffait l'esprit de Brenda. Elle savait que dans son travail, elle semait des graines de bonté, de joie et d'illumination dans le monde. L'impact de l'intervention de son médecin bien-aimé, il y a de nombreuses années, était vraiment significatif. Brenda s'émerveille à cette idée et lui dit « Vous m'avez sauvé il y a 20 ans. Sans votre aide, les enfants que j'ai sauvés par la suite n'auraient pas prospéré. C'est vraiment remarquable. J'ai fait carrière dans la médecine, quelques-uns de vos anciens patients ont exercé des professions dans l'éducation, l'ingénierie et les transports, chacun apportant une contribution positive. Chacun d'entre eux est engagé dans un travail utile et utile. C'est ainsi que la gentillesse se propage dans le monde entier. Alan regarde Brenda et sourit, partageant le même sentiment qu'elle.